maman, c'est le titre du livre en forme de témoignage poignant écrit par Olivia Morel, une femme née par GPA, vendue, dit-elle, à la naissance. Bonjour Olivia Morel. Bonjour. Olivia Morel, vous êtes mariée, mère de 3 enfants, Eleanor, Théodore et Auguste, et vous insistez dans toutes les premières pages de votre ouvrage sur le fait que vous avez été élevée dans une famille aisée, entre la France et les États-Unis, donc une enfance privilégiée et aimante. Privilégiée, oui. C'est vrai que j'ai manqué de rien. J'avais tout ce dont j'avais besoin, des vêtements, des jouets, mais j'ai beaucoup été élevée par des nounous. J'ai grandi avec des nounous. J'ai peu vu mes parents quand j'étais toute petite. Après, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, avec leurs problèmes aussi, leurs problématiques à eux. Donc, voilà, ils m'ont élevée d'une certaine façon, bien à leur manière, et c'est comme ça. Très aisé, très privilégié quand même. Oui, très aisé et très privilégié, oui. Ça c'est sûr et certain. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Alors très jeune, vous dites, vers l'âge de 7 ans, vous avez eu des premiers doutes. Vous dites, en regardant ma mère, je m'interroge. Et à ces doutes va être associé, et c'est important, aussi un sentiment d'abandon. Donc c'est quoi ce doute? Alors ce doute, c'est tout d'abord un doute plutôt physique. C'est-à-dire qu'on ne se ressemblait pas du tout. Je suis grande, j'ai les yeux bleus. À la base, je suis blonde, je ne suis pas brune. Mais ma mère est petite, elle a des traits très méditerranéens, des yeux marrons. On ne se ressemblait pas du tout. Donc déjà, je vois qu'il y a quand même une différence entre elle et moi. Et puis, je vois aussi qu'il y a une différence d'âge. Entre elle et les mères de mes copines. Donc, c'est vraiment là où je commence à me demander... il y a quand même un petit problème, donc je vais lui demander son âge. Et c'est là où, je le dis d'ailleurs dans le livre, je lui dis « Maman, tu as quel âge ?» Et la première fois qu'elle me répond « J'ai 8 ans ». Donc je n'ai jamais su son âge. C'est malheureusement en fouillant son sac que j'ai découvert son âge réel. Et là, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions. Et donc vous êtes... vous interrogez sur votre identité dans la réalité et ce sentiment d'abandon, plus des relations quand même aussi difficiles avec vos parents, au fur et à mesure. Oui, alors le sentiment d'abandon a commencé très tôt. Très tôt, parce que dès que mes parents me laissaient, je hurlais, je me mettais dans c'était insupportable, je hurlais, je crisais, je me mettais dans des états d'hystérie pas possibles. J'étais constamment en besoin d'être avec eux. Et j'avais peur d'être abandonnée, tout le temps. Et cette peur de l'abandon, elle m'a poursuivie toute ma vie. Donc, que ce soit avec des amis, donc j'étouffais des amis, j'étais toujours très territoriale, j'avais possessive. D'ailleurs, j'étouffais les gens tellement qu'ils partaient. Donc c'était un cercle vicieux absolument abominable. Je les étouffais parce que je ne voulais pas qu'ils m'abandonnent. Ils m'abandonnaient parce que je les étouffais. Je partais en dépression parce qu'on m'abandonnait à nouveau. Donc cette peur de l'abandon m'a suivie toute ma vie et a commencé dès mon plus jeune âge, malheureusement. Et ça se voit sur votre comportement, vous le dites, vous devenez anxieuse, puis on va le dire le mot, asociale, et à l'adolescence, rebelle, droguée, et une vraie descente aux enfers, ponctuée d'ailleurs de drames et d'épreuves. Oui, j'ai touché le fin fond du trou, on peut le dire, pendant l'adolescence et un peu plus tard, où je me mettais au bord du précipice à chaque fois parce que j'avais besoin d'avoir l'impression de vivre. J'avais besoin aussi de combler un vide. Le vide d'avoir perdu ma mère, en fait. En réalité, quand on fait une psychanalyse un peu plus tard, on comprend ce qui s'est passé à l'adolescence. Et c'est vraiment un vide que j'essayais de combler par la drogue, par l'alcool. Et malheureusement aussi, ça m'a poussée à commettre parfois des choses abominables, comme des tentatives de suicide. Et éventuellement, ça a mené à un viol qui a été désastreux et que je décris dans mon livre à cœur ouvert. Et c'est la première fois que je le fais, parce que j'ai eu du mal à en parler pendant de très nombreuses années. Mon mari n'était pas au courant jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est dans ce livre que j'ai décidé vraiment de me livrer, de décrire la scène comme elle l'était, pour pouvoir me délester de cette horreur. Olivia Morel, ces éléments que vous indiquez, ils ont quand même une conséquence dans l'esprit du lecteur. Et puis ça sera celui du téléspectateur aussi. C'est-à-dire que certains pourraient se dire que votre quête identitaire
cherchant à retrouver votre mère biologique, on va en parler, relève finalement plus d'un mal-être personnel, un mal-être, que d'un problème inhérent à la GPA. Qu'est-ce que vous répondez à ces interrogations légitimes? Oui, oui, c'est légitime, bien sûr. Toute question est légitime. Mais quand on est abandonné à la naissance, quand on est arraché de ses racines, quand il y a une rupture entre la mère et l'enfant, les fondations de notre existence sont bancales. C'est comme une fondation d'une maison. Moi, mes fondations étaient bancales, donc ma maison, elle s'est écroulée à l'âge de l'adolescence quand j'ai dû me construire. On ne peut pas se construire quand on ne sait pas d'où on vient. Ça n'a rien à voir avec mon cas personnel, c'est général. Quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir où on va. Ça vaut pour tout le monde. Donc je ne fais pas de mon cas un cas personnel, pas du tout. Ça vaut aussi pour les enfants qui sont adoptés, par exemple. Ils sont toujours en quête de leur identité, c'est très compliqué pour eux, ils ont des adolescences souvent très difficiles. Il y a quand même 4 fois plus de tentatives de suicide chez les enfants adoptés, parce que justement, ils n'ont pas leurs racines, ils n'ont pas leur identité, et ça leur cause des troubles vraiment très compliqués. Alors pourquoi ça ne s'appliquerait pas aux enfants nés par GPA ? On va poursuivre et terminer sur votre cas, oui. Pour aller plus loin sur la question même de la GPA. Mais vous êtes parti à la quête de vos racines, on voit bien. Vous avez même réussi à établir un vrai contact avec votre mère porteuse. Vous le racontez dans le livre. Comment ça s'est déroulé, cette rencontre? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui encore, elle comprend votre combat contre la GPA? Alors, ma mère porteuse, je l'ai rencontrée d'une façon complètement folle. C'est ma belle-mère qui m'a offert un test ADN, donc la mère de mon mari qui a décidé d'offrir ce test ADN. Elle me voyait souffrir pendant de très nombreuses années. Ça faisait déjà 8 ans qu'on était ensemble avec mon mari. Me voyait souffrir. J'étais dans des crises d'hystérie tout le temps. C'était très compliqué. Vraiment, j'ai une personnalité très compliquée. Et elle savait que c'était dû au fait que je n'avais pas de racines et que je ne savais pas d'où je venais. Et donc, dans cette quête d'identité, je passais par des moments d'hystérie un peu. Donc, elle m'a offert ce test ADN à mes 30 ans. Ce test ADN, j'ai mis du temps à le prendre parce que j'avais peur, parce que je savais pas ce que ça allait donner, parce que j'avais peur parce que c'est vrai que depuis mes 17 ans, je raconte que je suis née de GPA, donc j'avais peur d'avoir menti toutes ces années. Bon, bref, je le prends et immédiatement, ce test ADN me montre que je n'ai pas de sang français dans mes gènes, donc j'ai aucune génétique française, et que je suis plutôt lituanienne, bon, bref, norvégienne, avec de la Suisse, bon, bref, un joli melting pot. Et je suis aussi matchée dans la base avec une cousine. Cette cousine qui va me mettre en relation avec mon demi-frère avec mes demi-sœurs, et après avec ma mère porteuse, qui a décidé elle-même de me contacter. Moi, je ne voulais pas la contacter parce que je ne voulais pas être un fardeau pour elle, je ne voulais pas lui poser de problème. Je sais qu'au bout de 30 ans, revenir comme ça, comme une fleur, ça peut être choquant. Donc, je lui ai laissé, par pudeur, le choix de venir me contacter ou non. Et on a beaucoup discuté. D'ailleurs, on voit le récit exactement de ces échanges dans le livre. Elle a répondu absolument à toutes les questions dont j'avais besoin. Des questions existentielles. Comment je suis née? Pourquoi as-tu fait ça? Quelles étaient les conditions de notre séparation? Comment s'est passée la grossesse? Quelle est ta couleur préférée? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je cherchais qui j'étais en elle. Et aujourd'hui, je ne sais pas si elle comprend mon combat. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne discute plus du tout. C'est vrai qu'elle est, mentalement, elle est en difficulté. C'est une femme fragile, donc qui ne parle aussi plus à la majorité de ses autres enfants qu'elle a gardés. Voilà, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si elle comprend mon combat ou non. Et pourquoi elle l'avait fait? Pourquoi elle l'avait fait? Alors, elle, à titre personnel, a dit que c'était parce que elle avait perdu un fils juste avant que dans un drame familial absolument horrible. Elle avait perdu un fils et elle se devait redevable à la société et à Dieu de donner un enfant à un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Bon, c'est sa version à elle. La vraie version, c'est qu'elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin d'argent, elle était seule, elle élevait ses 4 autres enfants.
Il fallait qu'elle les nourrisse. Elle était instable. Et elle a fait ça pour l'argent. En plus, j'ai appris, de par mon demi-frère, qu'il y aurait potentiellement 2 autres enfants nés par GPA, parce qu'ils ont retrouvé d'autres contrats. Donc, on sait très bien que c'est pour l'argent que ça a été fait, et pas pour la gloire et pour Dieu. Après, l'expression vendue à la naissance, oui. C'est dur. Comme terme. Oui, c'est dur, mais c'est vrai. On est échangé contre un chèque. Donc oui, c'est littéralement être vendu à la naissance. Voilà. La GPA soulève, on le voit, des questions éthiques profondes qui dépassent les clivages politiques d'ailleurs, philosophiques. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Ou philosophique. Votre position, elle est claire, elle est nette. Vous l'avez d'ailleurs rappelé il y a quelques jours, vous étiez en Albanie, à Tirana, pour la déclaration... j'ai perdu le terme, mais je vais vous le rappeler. La Déclaration internationale de Casablanca, même quand c'est vu avant cette émission, j'avais du mal à le dire. Ça se poursuit, vous voyez comme quoi. Et vous l'avez donc rappelé en Albanie. Avant d'arriver à cette conclusion, abolition universelle de la GPA, vous répondez à toutes les objections dans le livre. Et la première est la plus simple quand même, celle que je retiens. Il y a des témoignages d'enfants nés par GPA et qui vivent bien leur situation. Alors, je suis contente et je suis complètement consciente qu'il y ait des belles histoires. Et il y en aura toujours des belles histoires. Comme il y aura toujours des belles histoires d'esclaves et de leurs maîtres qui leur donnaient de la nourriture, qui les habillaient, qui les traitaient bien. Je suis sûre que ça existait aussi d'antan, mais est-ce que ça rend l'esclavagisme éthique pour autant ? Non. La gestation pour autrui, c'est exactement pareil. Il peut y avoir de magnifiques histoires, je ne les nie pas. Et d'ailleurs, je suis très heureuse pour ces familles où ça se passe très bien. Je n'ai rien contre eux, au contraire, je n'ai que d'amour. Mais ça ne rend pas la pratique plus éthique. Ça reste de l'allocation d'utérus, ça reste de la vente d'enfants, et c'est quelque chose qu'on doit abolir. Certains estiment aussi que la GPA, si elle était encadrée éthiquement, ou s'il n'y avait pas l'aspect marchandisation, mais ça pourrait être la solution. Et pensez-vous qu'il y a un modèle éthique de la GPA qui peut exister ? On a presque répondu à l'instant. Non, il n'y a pas de modèle éthique, évidemment. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de moyen éthique de louer un corps, il n'y a pas de moyen éthique de vendre un enfant. Il y a toujours de l'argent qui est échangé. Je vais vous donner l'exemple de 2 pays. Très clairement, on va prendre la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est altruiste. C'est-à-dire que normalement, quand on pense altruiste, on pense éthique, on pense pas d'argent échangé. Néanmoins, ces mères porteuses sont dédommagées de frais énormes, tellement conséquents que ça constitue un salaire mensuel pour ces femmes. Donc pour une femme qui doit sortir de la précarité, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit louer son corps pour obtenir un salaire. Donc on touche des femmes pauvres à chaque fois. C'est de l'exploitation, tout simplement. Deuxième cas que je vais vous donner, c'est la Grèce. La Grèce où la GPA est altruiste, éthique comme vous voulez dire, et ça n'a pas empêché le trafic d'humains. En août 2023, 169 femmes ont été trafiquées de pays comme l'Ukraine, la Géorgie, l'Albanie. Elles ont été forcées à rentrer en Grèce, elles ont été forcées à produire des enfants pour des couples, notamment australiens, et ça a été démantelé. C'est un réseau de trafic d'êtres humains à ciel ouvert catastrophique. Ça a été démantelé là en 2023. Donc ce n'est pas parce que on régule, on rend ça éthique, on met des jolis mots, des jolis adjectifs devant que ça rend la pratique plus jolie. Au contraire, dès qu'on commence à réguler, dès qu'on commence à dire qu'on va la rendre éthique, c'est ouvrir la porte au trafic d'êtres humains et c'est fini. C'est fini. C'est le début de la fin pour les femmes et les enfants de ce monde. Et achat d'enfants par contrat, transformation de l'enfant en objet de consommation, le droit à l'achat d'enfants. Oui. Ça, vous en donnez beaucoup d'exemples et quelquefois absolument sordides. C'est-à-dire ? Dans les exemples de ce qui nuit à l'enfant et de ces informations sur GPA, vous n'oubliez pas de définir les aspects les plus sordides. C'était vraiment de la marchandisation la plus extrême, de l'esclavagisme. Vous donnez des exemples. On est véritablement dans quelque chose qui est loin d'être éthique, mais qui est absolument abominable par son caractère, j'allais dire, industriel, si vous me permettez l'expression. On parle d'un marché quand même de la femme et de l'enfant. On était à 14 milliards en 2022. On est monté à 20 milliards, plus de 21 milliards en 2024. Normalement, le marché va toucher 195 milliards en 2034. Donc c'est exponentiel. C'est un vrai marché
très très lucratif, où on prend des femmes, on leur met des contrats qui les empêchent de boire ce qu'elles veulent, si elles ne peuvent pas prendre un thé à base d'herbes si elles le souhaitent toutes seules, elles ne peuvent pas avoir des relations intimes avec leur mari si elles le veulent, elles ne peuvent pas voyager, elles sont contraintes. Et en fait, les parents commanditaires ont le droit de propriété sur cette femme pendant toute la durée du contrat parce qu'ils ont la propriété du petit enfant qui est à l'intérieur de ce corps. Donc c'est de l'esclavagisme moderne, tout simplement. Un business très très fructueux. Avec un marketing très agressif. Hein. Très agressif sur les réseaux sociaux surtout. Donc on est bassiné à longueur de journée sur TikTok, Facebook, Instagram, de belles images, de TikTokers, d'influenceurs hein, qui ont 500 000 abonnés et qui en ont fait leur métier. De montrer leur vie de famille avec leurs enfants, que tout est beau, que tout est rose, que la GPA c'est magnifique. Et aussi sur les médias français, soyons honnêtes. Aujourd'hui, sur les médias français, sur les plateaux télé, on ne voit que ça. On ne voit que des belles histoires incroyables d'enfants, de parents heureux. Et on ne montre pas ce qu'est la GPA à la base. Quelque chose de purement non éthique. Vous étiez à Tirana, vous étiez en Serbie, en Albanie, en Serbie avant. Est-ce que dans ces pays-là, on a parlé beaucoup de l'Ukraine, il y a vraiment une forme d'industrialisation de la GPA? Alors on n'a pas beaucoup parlé de l'Ukraine, non. On a plutôt, parce qu'en Albanie, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des socialistes qui sont au pouvoir et ils veulent légaliser la gestation pour autrui en Albanie. Chose complètement atroce, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en Albanie, c'est le pays parfait pour la GPA, pardon, excusez-moi, pour les pro-GPA, parce que les femmes sont pauvres, parce que les femmes, le SMIC est à 385 €. Donc on sait que, voilà, on a des proies faciles. Et là, s'ils commencent à ouvrir la porte au marché de la gestation pour autrui en Albanie, c'est fini. Ces femmes seront utilisées, abusées, trafiquées, et ça va être très compliqué de s'en sortir. Donc j'étais là-bas pour les prévenir de ce qui peut se passer pour les femmes albanaises. Et ça sera la catastrophe. En France, est-ce que vous avez, votre discours, comment est-il reçu, par exemple, par une femme qui peut être féministe ou qui se dit féministe de gauche? Est-ce que ça, c'est quelque chose, je pense à Sandrine Rousseau, qui symbolise cela, mais qui n'est pas la seule, et qui est, c'est dérisoire. Mais ce type de profil politique, j'entends, et philosophique, est-ce que vous avez un soutien ou alors une incompréhension de leur part? Alors, j'ai du soutien de la gauche, surtout, alors peut-être pas politique, mais j'ai beaucoup de soutien de militantes féministes de gauche, abolitionnistes, qui sont mon filet de sécurité, qui sont mes guerrières, qui sont là pour me protéger à chaque fois sur les réseaux sociaux, qui sont derrière les scènes à chaque fois, hein, et qui militent depuis des années contre la gestation pour autrui. Donc oui, j'ai du soutien à gauche, de gens dans la politique, mais de fortes personnalités, c'est vrai qu'on en a peu. On a plus à droite qu'à gauche, il faut le dire. Mais bon, ça va venir. Comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez, comme vous dites, à Tirana, ce sont les socialistes dont ils sont pour la GPA. Ouais. Quelle est pour vous l'explication de leur comportement? Je pense qu'ils essayent de gagner des électeurs, tout simplement. Voilà. Parce que c'est le libéralisme, parce que c'est le progressisme, parce qu'ils pensent qu'avec ça, les gens... voilà, pour eux, c'est la progression. C'est tout. Après, il y a aussi le lobby pro-GPA, il faut le dire, qui est extrêmement fort, qui est très fortuné, comme je l'ai dit, qui appuient derrière, qui sont à l'Union européenne, qui sont aux Nations Unies, qui sont derrière tous les pays, qui vont voir des ministres, les présidents, et qui poussent, et qui poussent, et qui poussent. Et ils ont des moyens incommensurables que nous, on n'a pas. Et donc, c'est sûr que c'est plus compliqué à convaincre quand on n'a pas beaucoup d'argent derrière, comme nous. Et vous dites qu'il existe aujourd'hui 36 millions d'esclaves dans le monde. Oui. 36 millions. C'est ça. Comment aboutir à l'abolition universelle? Comment on fait? Et est-ce que d'autres pays le font?
Des esclaves? Non, l'abolition. L'abolition des esclaves. Oui. Non, des esclaves, voilà, non, mais les esclaves, malheureusement, on en a encore aujourd'hui. Est-ce qu'on va réguler la pratique pour autant? Non. Alors voilà, donc pour moi, la GPA, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Aujourd'hui, il faut premièrement agir dans les pays. Donc, exactement comme l'Italie l'a fait. C'est-à-dire qu'ils ont interdit la gestation pour autrui sur leur territoire. Aucun Italien ne peut recourir à la gestation pour autrui sur le territoire italien. Et ils ont pénalisé le fait qu'un Italien aille ailleurs, dans un autre pays, chercher un enfant et revenir avec. Donc, ils peuvent encourir une peine de prison et une lourde amende allant jusqu'à 1 million d'euros, je pense que c'est. Donc ça, pour moi, c'est l'exemple parfait de ce qui doit être fait dans un pays, dans chaque pays. Voilà. Après, au niveau international, c'est ce qu'on fait avec la déclaration de Casablanca. On milite pour un traité international, donc on doit asseoir autour de la table des pays qui vont commencer par signer d'abord une déclaration et ensuite on va commencer à parler d'un traité international pour abolir la pratique. Dans cette abolition de la GPA, vous apportez aussi un autre témoignage qui est quand même important, c'est le nombre de vedettes internationales, américaines, françaises aussi, bien évidemment, des présentateurs notamment, qui ont eu recours à la GPA et qui en font la promotion. Et là, vous répondez, par exemple, pour Paris Hilton, vous évoquez cela, et c'est en termes qui sont peu glorieux finalement. Paris Hilton, c'est un cas très particulier quand même. Elle ne voulait pas... Sa raison pour recourir à la gestation pour autrui est très simple. Ce n'est pas parce qu'elle est infertile ou parce qu'elle est en manque d'enfants ou parce que je peux entendre les gens qui sont en manque d'enfants et voilà, je l'entends totalement. Pour une personne comme Paris Hilton, c'est tout simplement parce qu'elle avait peur de tomber enceinte, peur de l'accouchement, parce qu'elle avait vu un accouchement, elle avait eu peur pendant un de ses tournages et qu'elle ne voulait pas accoucher. Donc elle a remis la peur à une autre femme. Pour moi, ça c'est abominable. Mais oui, c'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Non, je le dis parce qu'il y a des présentateurs, on ne va pas les citer, mais des présentateurs connus en France qui vous disent moi j'ai un enfant, une enfant, 2 enfants, c'est merveilleux. Ils vont être dans un climat privilégié, à nouveau, aisé, aimant, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Hétérosexuel ou homosexuel, aimant. Et ça, vous dites quoi à cela? Je dis que je l'espère, mais bien sûr, ils se font entendre parce que en même temps, certains dirigent des groupes, il y en a d'autres qui sont présentateurs, c'est facile pour eux, ils ont accès aux médias en claquant des doigts. Des gens comme moi n'ont pas accès à des médias mainstream en claquant des doigts. C'est très très compliqué. Qu'est-ce que j'ai à leur dire? J'ai à leur dire que pour l'instant, on ne sait pas. Moi, à l'âge de 3 ans, je n'aurais jamais pu parler. 8 ans non plus, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il m'a fallu 30 ans pour parler. 30 années pour parler. 30 ans, c'est long. Et aussi, j'ai eu un mois de l'aide psychologique, d'une psychanalyste, d'un psychiatre. J'avais mon mari, j'avais mes enfants. J'avais les féministes, j'avais la déclaration de Casablanca, j'avais un filet de sécurité. Moi, j'ai cette chance-là, c'est d'être soutenue. J'ai un soutien qui est infaillible. J'ai de l'amour inconditionnel autour de moi qui me pousse à parler. Je parle à des enfants qui sont nés par GPA, qui sont nés avant moi et un petit peu après moi. On est un petit groupe, on est un groupe, on peut dire. Et ces enfants ne parleront jamais. Jamais parce qu'ils ont un conflit de loyauté envers leurs parents, parce qu'ils ont été voulus, ils ont été achetés. Il y a eu quand même une somme qui a été investie dans ces enfants-là. Ils ne parleront jamais parce qu'ils ont peur de perdre leurs parents. Moi, j'ai ce filet de sécurité, j'avais pas peur de perdre mes parents. Je savais que j'allais les perdre. Mais c'était le prix à payer parce que j'avais envie de faire le juste, le bon. J'avais envie de me battre pour mes idées. Voilà, pour l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Un livre qui suscite le débat et qui agit pour sensibiliser nos compatriotes, pour vous sensibiliser, mais un livre aussi, et vous le dites, comme une forme de thérapie, une thérapie qui a fonctionné. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.